Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité. Un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est une émission que vous pouvez suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Skaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour au juge au siège, Bernard Bouma. Oui, bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, madame, monsieur. Alors, bientôt, nous serons rejoints par le doyen des juges, Geoffroy Var. Il faut rappeler que pour cette convocation, nous allons parler de la CAN 2021. Après les émotions et la passion que suscite le sport roi, que retenir de la 33e édition du plus grand rendez-vous du football africain qui s'est achevé dimanche avec le sacre historique du Sénégal? Quel bilan côté burkinabé et comment envisager l'avenir avec cette équipe des étalons qui est en pleine transition? C'est le sujet enrôlé pour cette convocation. Et comme je l'ai dit à la barre ce matin, nous allons avoir des personnes avisées des questions sportives et deux personnes qui étaient du côté du Cameroun avec nous. Alors, Lassina Savadogo, bonjour et bienvenue. Bonjour, juge. C'est comme ça se dit, non? Le président du tribunal. Bonjour, monsieur le président du tribunal, et bonjour à monsieur le juge au siège Bernard Bouma. C'est un plaisir. Lassina Savadogo, vous ne serez pas seul sur ce plateau. Nous aurons également John William Somda, le chef de desk sport de True TV et Watt FM. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Première partie de l'émission Le Tribunal de l'actualité. Juge Bouma, vous avez la parole. Mon avant-propos, c'est ce que nous avons vu hier, naturellement, avec cette décision, je ne sais pas s'il faut dire historique ou catastrophique du Conseil constitutionnel, parce qu'on ne sait pas véritablement quel qualificatif utiliser. En même temps, elle est historique et en même temps, elle est catastrophique. Donc, si en 2014, la parade avait été trouvée pour dire qu'il revenait aux forces vives et aux forces armées nationales de s'organiser pour pouvoir trouver quelqu'un pour remplacer Blaise Compaoré compte tenu de sa démission. Parce que là aussi, il y a eu Maldon en son temps, mais la parade, le Conseil constitutionnel, pour faire mention honorable, a trouvé cette gymnastique-là pour pouvoir s'en sortir. Cette année, c'est vraiment différent. Vraiment différent quand je me réfère à quelqu'un qui s'est amusé à dessiner une pyramide des besoins. Vous savez qu'il y a une pyramide des besoins qu'on connaît, qui vont graduellement, même si notre ministre, l'ancien ministre de la Santé avait trouvé une autre pyramide des besoins pour les Burkinabés, la jeunesse burkinabé, pardon. Lui, la pyramide qu'il a dessinée, c'est que les règlements sont en bas, suivis des ordonnances, des lois, on monte graduellement. Il y a les normes internationales, les blocs de constitutionnalité, et puis le sommet de la pyramide, c'est la calage qui y est. Bon, je ne peux pas montrer l'image, mais c'est caricaturé ainsi. Donc, qui est au-dessus de tout. Parce que cette décision consacre également une autre forme, un autre moyen de prise du pouvoir que par les urnes. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que le coup d'État, il est légal. C'est vrai que sur notre plateau du tribunal de l'actualité, Kalifara Serré, administrateur civil, d'ailleurs, avait dit que c'est mieux de légaliser les coups d'État avec une certaine condition à remplir pour que quand on va atteindre le stade de maturation au niveau de la démocratie, qu'on puisse l'enlever, parce que nous ne sommes pas encore au stade de maturation. Mais là, le Conseil constitutionnel vient de franchir un grand pas. Alors que son président, qui ne se sent pas bien, on a remarqué qu'il n'a pas signé parce que, selon nos informations, il ne se sentirait pas bien. Mais les autres membres ont préféré effectivement prendre rendez-vous avec l'histoire en prenant une telle décision qui est très lourde de conséquences. Et quand on parle de la refondation du Burkina, franchement, on a de quoi pour la refondation. Parce que là même, aujourd'hui, tout le monde est perdu par rapport à cette situation. Et je ne sais pas quand il ira prêter serment le 16, c'est un mandat de combien de temps que le Conseil constitutionnel va donner. Il va s'appuyer sur quoi pour dire, je vous renvoie à la fameuse phrase, après avoir pris acte de tout ce qui suit, je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Pour combien de temps? Parce que quand un exercice a quand même une durée. D'accord. Merci, juge Bougma, pour ce regard-là.
Juge, vous avez la parole. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos, d'abord, bonjour. Et voilà. Bonjour aussi aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et je m'excuse du léger retard. Il faut dire qu'il y a eu un communiqué qui, moi, m'a intéressé. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs en avant-propos. C'est concernant, évidemment, la commission technique d'élaboration de projets, de textes et de l'agenda de la transition. Et il y a un communiqué qui est signé d'ailleurs de celle qui est la figure de proue de qui est la présidente de la commission, Madame Ouattara Mariamé, qui demande à ce que tous ceux qui sont désireux d'apporter leur contribution donc, puissent le faire à travers un lien qu'ils ont donné, mais cela jusqu'au 15 février 2022. Ça veut dire que même dans le projet, c'est-à-dire on n'en est pas encore à la forme définitive ou quoi que ce soit, où il y aura forcément un aspect participatif pour l'enrichir. Même dans l'élaboration du projet de transition, il y a cette démarche-là qui se veut déjà inclusive, et se disant que la quinzaine de personnes qui a été désignées pour cette tâche-là ont besoin aussi, et moi je le disais aussi déjà à un moment donné, auront besoin de regards plus avertis sur des questions insoupçonnées auxquelles peut-être ils n'auront pas à penser, mais sur lesquelles, par exemple, il serait intéressant d'avoir des avis très avertis. Donc, je pense que c'est très intéressant, et puis très souvent on est tellement coutumier d'aller sur les réseaux sociaux pour donner ce qu'on sait et ce qu'on a. À partir du moment où il y a un lien et qu'on pense qu'on peut contribuer, je pense que c'est le moment, et c'est jusqu'au 15 février. Merci, messieurs les juges, pour ce politique. Merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur les médias leaders Tweet TV et Watt FM. Les journalistes sportifs Lassina Sawadou et John William Somda sont à la barre ce matin une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Voilà John. Bonjour. Voilà, alors, bonjour Khaled et bonjour aux éminents juges du tribunal. Alors, avec vous, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2021. Quand on regarde pour cette édition-là, c'est 52 matchs joués, 100 buts marqués. Donc, on a une moyenne de 1,92 buts par match. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne cuvée de la CAN, Lassina Sawadou? Si on s'en tient aux statistiques, 1, comme but, voilà, j'avoue de dire que c'est très peu, c'est très peu, parce qu'on aurait voulu avoir au moins une moyenne de 2 buts par match, mais au-delà de ces chiffres-là, quand on regarde l'enjeu et l'engouement qu'a suscité cette Coupe d'Afrique des Nations, et surtout tout ce qui s'est passé derrière, vous savez qu'il y a eu même des menaces de report et même de suppression de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. On s'est réjoui déjà de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. 2021-2022, c'est très important de le souligner. Et puis après, de l'enjeu, de l'engouement que ça a suscité, et puis au final, du sacre mérité du Sénégal, in fine, parce que le Sénégal aujourd'hui, c'est un beau champion. C'est un champion qui donne encore beaucoup plus de teneur à cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Moi, je me plais à dire aux uns aux autres que quand tu as Sadio Mané, que tu as Edouard Mendy, qui disent oui, il faut que la Coupe d'Afrique des Nations est plus importante que de remporter la Ligue des champions européenne, et que tout ce qu'ils remporteraient désormais serait du bonus. Ça, on peut mesurer un peu ce qu'ils avaient derrière la tête quand ils venaient à cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Quand ils gagnent ça, et quand on regarde l'engouement et la ferveur qu'a suscité cette victoire-là pour le peuple sénégalais, on peut se dire waouh. Quel que soit Alpha, il fallait gagner cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Le Sénégal a remporté parce que le Sénégal avait les moyens de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations-là, et c'est tout à fait mérité. Alors John William Somda, Lassina a rappelé un peu le contexte dans lequel cette CAN s'est jouée. Au départ, on avait même eu peur qu'il y ait justement un report, bras de fer entre la FECAFOOT et la FIFA. Finalement, on arrondit les angles. On joue cette compétition-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pari réussi pour le Cameroun de Samuel Eto'o? Je dirais que c'est un pari réussi, pas que pour le Cameroun de Samuel Eto'o, mais pour l'Afrique tout entière. Parce que la CAN en janvier, c'est un tournoi qui commence à agacer les Européens. Les Européens voudraient bien voir ce tournoi se disputer en juin-juillet. On sait que cette période n'est pas propice partout en Afrique à disputer des compétitions. Je pense que pour cette CAN-là particulièrement, si les Européens avaient la possibilité de
de l'annuler, il l'aurait fait sans discuter. C'était on va dire un bras de fer qui s'est joué entre, donc, je dirais, l'ensemble des clubs professionnels européens, la FIFA d'un côté, et de l'autre côté, le Cameroun avec en soutien le reste de l'Afrique. C'est un pari réussi. On a prouvé qu'on pouvait bien jouer un tournoi donc, de cette envergure-là en janvier. N'en déplaise à ceux qui pensent que c'est un petit tournoi. Mais en tout cas, on a vu que la Coupe d'Afrique des Nations n'avait rien à envier à l'Euro. Le spectacle était, à mon avis, de taille, même si la moyenne de buts peut laisser penser au contraire. Je pense que l'Afrique a démontré ici que elle tendait tranquillement à rendre son football souverain. Merci. Monsieur le juge. Oui, effectivement, parce que à quelques jours d'ailleurs de cette CAN, c'était le Cameroun est prêt, le Cameroun n'est pas prêt, le Burkina soutient que le Cameroun n'est pas prêt, c'est ceci ou cela, effectivement, vous avez constaté. On se rend compte que c'est un Cameroun qui était prêt. Mais vous avez dit que ce n'est pas une période propice et que si de l'autre côté il y avait la possibilité que ça n'ait pas lieu, ça va se faire. Pourquoi ? D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'inflation terrible au niveau des salaires. Les clubs européens déboursent beaucoup d'argent pour entretenir leur équipe. Et pour prendre un club comme Liverpool, qui sur cette période perdait 3 joueurs de son 11 majeur, Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keïta. La bonne période pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique, c'est janvier. En cette période-là, les clubs sont en train de tendre vers la dernière ligne droite en championnat. Ils ont besoin de tous les éléments. Les Européens voudraient qu'on joue entre juin et juillet. D'accord, eux, ils jouent entre juin et juillet, ça correspond à l'été chez eux. Mais entre juin et juillet, chez nous, il pleut. Et parfois, dans certains de nos pays, il n'y a pas de pluie sans orage. Alors vous comprendrez que difficile en Afrique de disputer la Coupe d'Afrique à cette période-là. La prochaine CAN qui aura lieu en janvier et en Côte d'Ivoire dans un peu plus d'1 an se disputera entre juin et juillet. Et la seule question qu'on se pose, comment est-ce qu'on va jouer en cas de pluie? Comment est-ce qu'on fait? Il risque donc d'avoir des matchs qu'on va repousser, des matchs qu'on va décaler. Ça pourrait empiéter sur le programme. Je dirais, on a joué en Égypte en juin-juillet il y a 3 ans. Mais là, c'est en Égypte. Là, c'est en Égypte, c'est un climat bien proche de celui qu'on connaît en Europe. Mais vous imaginez qu'on vienne un jour disputer la CAN au Burkina Faso et qu'on décide de jouer en juin-juillet. On joue comment? C'est ça la question. Oui, ce que vous dites est intéressant. Mais en même temps, je me dis, on a par exemple des championnats anglais qui se disputent sous des pluies à intensité comparable, si ce n'est plus forte que celle africaine, et assez dense avec des vents qu'on connaît. Mais même quand vous regardez, il y a des caméras adaptées, il y a des pelouses adaptées. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui vous font voir qu'il pleut au stade. Sinon, après, quand vous regardez, vous avez l'impression que ces gars-là sont en train de jouer sur un terrain sec. Maintenant, on parle aussi de choses du Cameroun. Il n'a pas forcément plu, mais on a regardé les pelouses, même à l'écran, vous voyez que ça n'allait pas. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut repenser nos investissements qu'on fait? Il faut adapter nos stades à la réalité du moment, parce que la technologie qui prend cela en compte, et il y a la question des coûts. Donc, ça veut dire qu'il faut intégrer un certain nombre d'éléments. Au lieu de dire que c'est la saison le problème, puisque la technologie a apporté la solution, est-ce qu'il ne faut pas repenser la chose? Moi, je voudrais peut-être aller dans le même sens que Geoffroy. C'est vrai que janvier est propice pour la plupart des pays africains, mais avec les enjeux financiers, on l'a toujours dit, les clubs, ceux qui payent les joueurs, ce sont les clubs. Les équipes nationales viennent après. Et regardez la prochaine Coupe du Monde. Elle va se jouer en novembre-décembre. Parce que le Qatar, il y a plusieurs conditions qui font ça. Et ils ont mis les moyens. Comme vous l'avez dit, ils ont mis les moyens. Ils ont même fermé les stades pour que la température puisse être gérable pour l'ensemble. Moi, je pense qu'en Afrique aussi, comme ça s'est fait en Angleterre, jouer en juin-juillet ne serait pas aussi mauvais si on s'adapte. Aujourd'hui, les stades, modèles stades du K-Tout, n'ont plus le droit de citer. Si on veut, il faut que les stades soient couverts. Il faut que les stades soient couverts, sauf qu'on donne le minimum de confort aux spectateurs, aux téléspectateurs, pour que même en cas de pluie, qu'on puisse jouer. On puisse jouer au football. C'est vrai que c'est difficile, mais aujourd'hui, l'être humain est assez intelligent pour pouvoir s'adapter à un certain nombre de situations. S'il y a les enjeux financiers qui sont là, qui empêche qu'on joue en janvier, parce que janvier étant une période où les championnats européens se jouent, alors que la plupart de nos joueurs jouent en Europe, autant s'adapter.
si on peut jouer tranquillement en juin, juillet, dans certains pays, autant le faire. Moi, je pense que c'est possible de le faire. Il suffit de mettre les moyens. Je pense que la Côte d'Ivoire est en train de construire des stades qui seront couverts. Et si les pelouses sont bien faites, comme en Angleterre, je te dis l'exemple de l'Angleterre, il pleut pratiquement 12 mois sur 12. On joue au foot en Angleterre. Et comme le dit Geoffroy, si ce n'est pas qu'on vous a montré un plan qui montre qu'il pleut, vous ne voyez, vous ne sentez rien qui ressemble à la pluie. La pelouse est nickel, comme on le dit, et le ballon roule. Je pense que ces gens qui font ces pelouses-là, on peut aller chercher l'expertise là-bas, les envoyer en Afrique, pour nous faire des pelouses comme on a pu vous le voir au Cameroun sur certaines pelouses. Bon, je ne parlerai pas de Japoma qui était vraiment dans une situation difficile, mais au Lembe et Garoua, Bafoussam, Lembe où nous sommes passés, ce sont des pelouses de très bonne qualité et qui, je pense, peuvent s'adapter à une situation de pluie et sans que le jeu ne se fasse ressentir. Ça, c'est très important. D'accord. Alors Non, mais je voudrais rebondir sur cette question en prenant l'exemple du Qatar. Le Qatar décide qu'on ne peut pas jouer en juin-juillet parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud au Qatar. Alors le Qatar propose la solution des stades climatisés. On leur dit oui, les stades sont climatisés, mais en dehors des stades. On décide de décaler donc le mondial entre novembre et décembre. Et les clubs européens adaptent leur calendrier au mondial qui aura lieu au Qatar entre novembre et décembre. Ça coûterait quoi à ces mêmes clubs européens d'adapter leur calendrier 1 an sur 2 sur l'Afrique, parce que la CAN se joue en janvier. Je pense que quelque part, déjà cette CAN même qu'on veut nous ramener à tous les 4 ans, alors qu'on est habitué à l'avoir disputé tous les 2 ans. On nous parle de problèmes économiques, de questions de mobilisation des moyens, de sponsors. C'est une question d'influence et de diplomatie. C'est une question d'influence et de diplomatie. Ça, il faut se le dire, la Coupe d'Afrique des Nations dérange en Europe. Si on pouvait la supprimer, on la supprimerait sans souci. La preuve, on veut augmenter le quota des pays africains au mondial. On veut nous donner 5 places de plus. Et pour qu'on se dise, bon, si on n'a pas la Coupe d'Afrique, on a le mondial tous les 2 ans et on a 10 pays. Ça ressemble à la Coupe d'Afrique. Ça ne ressemble pas à la Coupe d'Afrique. Ça ne ressemble pas à la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, je pense que pour certains pays africains, remporter la CAN est beaucoup plus importante qu'aller au mondial. Ça, c'est une certitude. D'accord. Alors, on va parler du contexte et des questions générales. C'est vrai que quand on parle du Cameroun et du contexte, c'est vrai, il y a la maladie, le Covid-19, mais il y a aussi la crise politique avec la situation qu'on connaît dans les zones anglophones. Vous qui étiez au plus près sur place là-bas, comment vous avez vécu cela? Est-ce que la tension était palpable justement quand il fallait se déplacer dans cette partie du Cameroun? Je pense que arriver au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'était une belle fête, c'était une belle expérience. Bien sûr, on a senti, vous parlez de la crise politique, on l'a senti juste quand on allait jouer le Gabon à Limbe. Parce que Limbe est une zone anglophone et c'est lorsqu'on a dépassé Douala en direction de Limbe qu'on a senti que le dispositif sécuritaire avait changé. Parce qu'on allait là-bas, on avait eu vent qu'il y a eu des menaces de prise en otage de la Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, le Cameroun aussi s'est préparé en conséquence. Les moyens logistiques et humains ont été déployés pour que, bien sûr, le convoi soit sécurisé, hyper sécurisé. Je dis bien le mot par la BIR, qui est une force d'élite camerounaise. Il m'a permis donc d'aller à Limbe. C'est la première fois que je voyais une ville camerounaise sans drapeau du Cameroun. Le seul drapeau qui nous a accompagnés à Limbe était le drapeau qu'il y avait sur la Jeep des forces armées camerounaises. À Limbe, je passe sur le contrôle de William, je n'ai vu aucun drapeau camerounais. Alors qu'à Douala, même les mototaxis, les taxis, tous avaient des drapeaux camerounais. C'était la première fois, à part l'Algérie, que je voyais un peuple qui était aussi jaloux et amoureux de son drapeau. Depuis que je voyage, à part l'Algérie, je voyais pour la première fois à Yaoundé un peuple aussi amoureux et jaloux de son drapeau. Ça, je le dis haut et fort. Mais c'est quand je suis arrivé à Limbe, j'ai vu une autre facette. Et quand je me suis renseigné, on m'a dit, si tu portes le drapeau camerounais ici, on est capable de te brûler. Je n'ai vu aucun drapeau camerounais, mis à part le drapeau qui était sur le véhicule des forces armées camerounaises. Et lorsque le match est fini, instruction a été donnée de quitter les lieux illico presco. Je me rappelle encore, lorsque des confrères étaient encore à l'intérieur, il fallait crier haut et fort pour qu'ils viennent parce que l'armée demandait aux gens de partir avec des PA, même comme ça, tendus sur les uns et les autres, très nerveux parce qu'il fallait partir.
Et peut-être pour donner notre élan, on a vu les journalistes de Limbé venir vers cette jeunesse étrangère, dont moi, poser des questions pour voir qu'est-ce qui se passe en matière de sécurité à Limbé. Diplomatiquement, on ne peut pas dire que ça se passe mal. On a dit que ça va, ça se passe bien, on est là, il n'y a pas de souci. Mais on savait que derrière, les gens étaient prêts à appuyer sur la gâchette parce que la tension était palpable. John Williamson, c'est vrai qu'après le match, non, mais même avant le résumé. Même avant le match, moi, la première impression que j'ai eue, est-ce un convoi donc, de délégation de supporters, de journalistes qui est escorté à Limbé, ou c'est de dangereux criminels qu'on conduit dans une prison de haute sécurité? Parce que ce qu'il y avait à l'avant du convoi, à l'arrière du convoi, et la Sénat, je passe sur son contrôle, sur près de 100 km entre Douala et Limbé, à chaque 200 ou 300 mètres, il y avait quelqu'un, on va dire, de très très bien armé. Vous vous trompez, vous faites un petit bruit dans le buisson, c'est sûr que c'est parti parce que les gens étaient très nerveux. Et après le match, on vous dit clairement, si vous vous entêtez à faire la conférence de presse, on vous laisse ici. Et je sais que Assami Touré qui tenait absolument à faire cette conférence de presse, j'étais obligé de l'appeler, je lui dis, bon écoute Frangin, rapplique parce que je ne sais pas comment je pourrais expliquer à Geoffroy Vara que tu es resté à Limbé. Je ne trouverai pas les mots, rapplique, c'était extrêmement tendu, extrêmement difficile. Et je ne sais pas, je me demande si on n'a pas mis moins de temps qu'il faut pour aller Limbé à Douala, parce que là c'est allé très 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 vite. Ce n'est qu'à Douala, après près de 180 km qu'on a marqué une pause, pour permettre aux uns aux autres de se dégourdir les jambes, parce que c'était, et compte tenu également du contexte du match, de l'atmosphère du match, où ça a été chaud. Au retour, on a tenté tant bien que mal de mettre un peu d'ambiance dans le bus, de chanter, avec bien entendu la Sina Savadogo comme maître d'orchestre. Mais tout de suite, il a fallu donc se calmer et puis bon, croiser les doigts et espérer rallier Douala sans souci. D'accord. Il y a aussi la maladie à coronavirus qui s'est invitée dans cette CAN avec des soupçons de trucage de résultats de ceci ou cela. Contre le Burkina, contre Comores, on a vu un Cameroun qui peinait, qui à un moment donné est obligé de sortir pour s'expliquer par rapport à pourquoi est-ce que ces joueurs ne sont pas touchés. Alors, l'explication qu'on a pu tirer ici et là, chaque pays s'organise comme il peut. Il n'y a pas que le Cameroun qui a disputé cette compétition sans cas de Covid. On prenait un pays comme les Comores, qui se retrouve en huitième de finale avec 7 joueurs Covidés et 5 membres du staff. Les Comores qui disputent ce huitième sans gardien. On se demande comment des gens qui ont débuté la compétition sans des cas aussi importants se retrouvent en plein milieu de la compétition avec plus de 10 cas de Covid. Et comment est-ce possible? La version des Camerounais, elle est simple. L'équipe qui est chargée de venir effectuer les tests Covid sur les joueurs camerounais, eux-mêmes subissent un test Covid à l'entrée. Ils subissent un test Covid, un test rapide à l'entrée avant d'avoir accès aux joueurs camerounais. Voici la version camerounaise. Alors, que se passe chez les autres? Si vous arrivez au Cameroun ou vous rentrez dans le territoire, c'est que vous êtes négatif. Et je pense que les mesures de sécurité, les mesures barrières imposées par le comité d'organisation devraient prévenir tout autre cas de Covid. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que certaines délégations sont, je dirais, perméables à toute visite? Là, je n'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que ça a quand même été curieux de voir le Cameroun se retrouver dans un groupe où plus d'une équipe a eu des cas de Covid, donc des gens qui se sont côtoyés dans les couloirs des vestiaires, et qu'à la fin du tournoi, aucun joueur camerounais ne soit déclaré positif à la Covid. Là, moi, quand même, ça me fait un peu réfléchir. Autrement dit, les Camerounais auraient un remède efficace contre la Covid et qu'ils gardent pour eux seuls, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y avait pas de bulle sanitaire autour des équipes? Est-ce qu'il n'y avait pas des équipes qui étaient plus rigoureuses que d'autres? Bien sûr, bien sûr. Prenez l'exemple des Lions de la tasse du Maroc. Tout est venu du Maroc. Même la bouteille d'eau. Même la bouteille d'eau, tout est venu du Maroc. Même les serviettes, ils n'ont rien utilisé. Alors chacun se protège comme il peut. Maintenant, les cas du Burkina où il y a eu des cas de Covid, les Comores, je ne sais pas qui d'autre encore. Le Gabon, la Tunisie. Oui, la Tunisie même qui, avant le dernier match, avait plus de 10 cas de Covid. Mais aussi, il y a ceux qui n'ont pas fait la Covid. Par exemple, je pense que les Marocains, les Égyptiens ont bien tenu leur tournoi. Mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose autour de l'organisation, autour de chaque équipe. Ça, c'est une certitude. Moi, peut-être que pour les Comores, c'est vrai qu'un dirigeant comorien a confessé après. Vous savez que les Comores n'étaient pas qualifiés officiellement. Il a fallu les autres matchs
pour savoir que le Comores était qualifié pour le huitième de finale. Et la fête qu'il y a eu après l'annonce de la qualification pourrait être la raison qui a entraîné cette vague de cas positifs chez les Comoriens, parce qu'ils ont été très très expansifs dans la célébration de la qualification qui était une première pour eux. Un dirigeant comorien a dit que ça pourrait être cela la raison. C'est vrai que les Camerounais ont eu des cas de Covid, mais avant la CAN. Et ils se sont éloignés complètement de la capitale dans leur bulle sanitaire. Et puis au Cameroun aussi, on nous a fait savoir que, vous savez que c'est un pays qui est très attaché aux produits traditionnels. Ils se sont beaucoup préparés à cela pour éviter donc de tomber dans cette situation de Covid. Parce que, quoi qu'on dise aussi, hein, la CAF a désigné un cabinet indépendant, même pas camerounais, pour s'occuper des tests. Vous savez qu'au Burkina, quand on a commencé, c'est le Burkina qui commençait, lorsqu'on a déclaré des cas positifs, on est sorti de notre gond, on a commencé à faire du tapage, mais on a oublié que même à Abu Dhabi, on a eu des cas de Covid. C'est vrai qu'on a voulu cacher, et pourtant ce n'est pas des choses qui se cachent. On a caché des cas de Covid à Abu Dhabi. Issoufou Dayo, par exemple, et bien d'autres joueurs, des éléments du staff sont restés à Abu Dhabi pendant longtemps parce qu'ils avaient été déclarés positifs avant de rallier. Le Sénégal a eu des cas de Covid à Dakar. Les joueurs sont restés à Dakar avant de rejoindre Yaoundé. Le Cap-Vert a eu son entraîneur qui est resté à Praia, je pense, il est venu juste pour le troisième match. Le troisième match, il est venu. Il y a eu des joueurs et l'entraîneur principal qui est resté à Praia. Donc ça veut dire que ce n'est pas au Cameroun seulement qu'il y a eu des cas de Covid avant. Après, c'est vrai que le Cameroun a braqué tous les projecteurs parce que c'est le pays organisateur. On a pensé derrière qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais je pense qu'on va faire confiance à la médecine, bien sûr, au cabinet indépendant qui s'est occupé de cela, et que chaque pays s'est organisé. Il y en a qui ont eu beaucoup plus de porosité dans leur bulle sanitaire, et ceci pourrait donc expliquer cela. Merci. Alors, je rappelle à ceux qui viennent nous prendre en marche, les journalistes sportifs Lassina Savadogo et John William Somda sont nos convoqués du jour. Aujourd'hui, on parle du bilan de la CAN 2021. Alors, revenons au cas du Burkina Faso. Très souvent, les experts le disent, la qualité de la participation d'une équipe dépend de l'ambiance au sein du groupe. Vous qui étiez au Cameroun, quelle était l'ambiance autour des étalons, John? L'ambiance autour des étalons entre joueurs, ou on va dire entre joueurs, staff et dirigeants, à première impression, je dirais ça va. Mais le match de classement face au Cameroun m'a donné l'impression que ce n'était pas aussi rose que cela. Voilà, parce que j'ai senti un certain... Déjà même en demi-finale, lorsque Hervé Kofi se blesse, j'ai pas senti que toute cette équipe-là était unie. Parce que déjà, de là-haut, de notre position, je voyais un peu ce qui se passait autour du banc, parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas. Ils sont couverts par une bâche. Il a fallu que l'arbitre éthiopien fasse signe donc des bras de le remplacer pour que Farid Drago aille donc à l'échauffement avec l'entraîneur des gardiens. Ça m'a tiqué. Ça m'a beaucoup tiqué. Parce que dès lors qu'un gardien se couche et que les soigneurs entrent, systématiquement, il faut envoyer le gardien remplaçant à l'échauffement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est une différence au niveau de l'entraîneur des gardiens ou si c'est une défaillance donc Farid peut-être, je n'en sais rien, mais là ça m'a tiqué, et je vois encore autant de joueurs sénégalais autour de Farid que de joueurs burkinabés. Là ça m'a, et de Kofi, là ça m'a encore tiqué, parce que là votre atout défensif numéro 1, c'est le gardien, et dans le cas du Burkina, Kofi c'était, je dirais, 50% donc de l'assise défensive des étalons. Que Kofi soit touché et que je ne sens pas autant d'empressement à le soutenir, ça m'a beaucoup tiqué. Et ensuite, ce match face au Cameroun, match pour la 3e place, où après certaines personnes ont haussé le ton dans le vestiaire. On va se dire que c'est lié à la déception de la défaite, mais je pense que lorsqu'on perd un match de cette manière et qu'à la fin on hausse le ton, ça veut dire qu'on a gardé beaucoup de choses durant donc, la compétition et qu'on veut extérioriser. Je pense que cette équipe a semblé surfer sur la vague des résultats positifs, mais lorsque les choses ont commencé à coincer, certains états d'âme se sont mis à nu, et à mon avis je pense qu'il faudra taper du poing sur la table, recadrer correctement certaines personnes et dans le groupe des joueurs et dans le staff, parce que si on va avec cela,
pour une prochaine compétition. La prochaine CAN, c'est dans 1 an et demi. Si on va avec ce même état d'esprit, c'est sûr qu'on n'atteint pas les demi-finales. Peut-être le regard de l'accident sur l'ambiance et le contexte justement d'évolution des étalons. Oui, peut-être que, vous savez, quand on partait à cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on n'y était pas en 2019, on est parti avec une équipe rajeunie et on était bien sûr dans une phase de transition. Moi je l'ai dit, on l'a dit ici avant de partir, personne n'aurait mis une pièce sur cette équipe de Burkina pour atteindre les demi-finales. C'est vrai que même le contrat du sélectionneur Kamou Malo disait juste qu'il fallait passer le cap du premier tour. Les Burkinabés, dans leur ensemble, mis à part nous qui sommes toujours à côté de l'équipe, beaucoup, c'est des Saint-Thomas. On regarde le match du coin de l'œil. Est-ce qu'ils ont marqué? Quand ils ont marqué, puis on commence à venir sauter. Mais ceux qui savaient que cette équipe-là avait besoin de beaucoup plus d'assises. Quand on a regardé aussi la sélection, on l'avait déjà dit en son temps, un sélectionneur, c'est un gestionnaire des ressources humaines. Mais quand on regarde ce groupe-là tel qu'il est constitué, on savait qu'à un moment donné, ça n'allait pas aller parce qu'il n'y avait pas les éléments importants qui pouvaient permettre de penser qu'on pouvait aller très loin. Quand tu fais la comparaison avec une équipe comme le Sénégal, une équipe comme le Maroc, tu te dis mais on ne convoque pas 28 joueurs pour n'avoir que 11 ou 12 capables de tenir la dragée. À un moment donné, ça allait coincer. Et quand on se prépare pour aller jouer 7 matchs, c'est le maximum qu'on peut jouer une Coupe d'Afrique des Nations, on s'est dit il faut avoir des joueurs compétitifs, interchangeables, capables de suppléer les uns et les autres. William l'a dit quelque chose tout à l'heure. Au-delà du fait de penser que peut-être que c'est une défaillance collective, la blessure de Hervé, ça démontre à quelque part derrière que quand Hervé s'est blessé, on s'est dit, bon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Parce qu'on n'a pas confiance à celui qui est assis sur le banc. La comparaison peut être faite en 2013. Lorsque Soulama perd son âme, il reçoit son carton rouge, sur le banc de touche, le deuxième gardien attitré, c'est Germain Sanou. Mais celui qui s'élève en premier pour commencer à s'échauffer, c'est Daouda Diakité, demandé au staff de l'époque. Daouda Diakité s'élève systématiquement quand Soulama a le carton rouge. Ça veut dire qu'il est prêt à prendre le relais. Et Germain Sanou, qui était le gardien attitré, était toujours posé sur son banc. Mais naturellement, un entraîneur, quand c'est comme ça, il dit, mais tu es prêt? Je te lance dans la bataille. Et Daouda, on sait ce qui s'est passé, on sait la campagne qu'il a pu faire, à l'image de Gabaski de l'Égypte, pour arriver donc à cette deuxième place. Mais au Cameroun, Farid, il s'élève, mais il s'élève peut-être parce qu'on n'a pas le choix. Il s'élève. Parce que je vous dis, Hervé Kofi Kouakou dans le but des étalons contre le Cameroun, ça n'aurait pas été sans doute ce qui s'est passé. Parce qu'un gardien, à un moment donné d'une situation, ça rassure. Ça apporte des éléments importants dans l'état d'esprit collectif d'une équipe. Mais quand il n'y a pas ça, parce qu'on est jeune, il y a encore des choses qui nous manquent, ça se voit. Et je vous assure, contre le Cameroun, quand j'entends les gens dire qu'on n'a pas tiré les leçons de 98, non, quand on est assis, quand il y a une situation et que vous êtes au bout du rouleau, vous regardez les choses se passer, vous regardez l'eau, vous regardez l'eau se remplir. De ce match-là, oui, juste vois. Moi, je crois aussi qu'on a enrôlé le sujet aujourd'hui, parce qu'on sait que 2023 c'est déjà arrivé, il faut tirer les leçons. La catharsis, des fois, ça se fait dans la douleur. Donc, il faut se dire la vérité. Vous étiez là-bas. Tout à l'heure, j'ai entendu Somna dire que bon, ils ont aussi le temps après dans les vestiaires. C'est vrai que quand on accompagne une équipe nationale, on est soi-même aussi, quoi qu'on dise, un genre de supporters. On veille à ce qu'il n'y ait pas une atmosphère délitaire et que donc il y a des choses qu'on cache et qu'on peut révéler après, dont on peut discuter. Mais nous on a appris que c'était pas que du ton qui soit monté. Ils ont failli se frapper. Quand on perd un match, on ne s'embrasse pas, je vous frappe. On nous a dit qu'ils ont failli se frapper dans les vestiaires. Le ton est monté. Je préfère qu'on garde ce thème. Le ton est monté. Vous savez, on n'a pas les mêmes tempéraments. Pour une même crise, l'Arsenal va peut-être hausser le ton pendant 10 minutes. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? À qui on en voulait au fond? Non, moi j'ai envie de vous dire que le temps est monté. Rappelez-vous des éliminatoires de la Coupe du Monde
2010, lorsque nous avons joué la Côte d'Ivoire, nous avons perdu 5-0 au Stade Félix Houphouët-Boigny. Les joueurs ont fait un venu aux mains aussi dans les vestiaires après la défaite. Le Cameroun, quand il perd contre l'Égypte, Vincent Aboubakar, dans son interview, il jette en pâture ses coéquipiers. C'est pour ça qu'il Karl Toko Ekambi, non, Karl Toko Ekambi répond. Mais ça n'empêche pas les Camerounais et Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi d'être des éléments catalyseurs dans la remontada camerounaise face au Burkina. C'est-à-dire qu'ils ont parlé, ils ont évacué et ils sont repartis de plus belle dans la bataille parce qu'ils savaient que ce n'était pas fini. C'est ça. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, le ton peut être monté, c'est vrai que je parle, le ton peut être monté dans les vestiaires. Mais vous savez, un groupe, c'est ça aussi. Sadio Mané a monté le ton en phase de groupe lorsque le Sénégal n'arrivait pas à bouger. Il a accusé la température et tout et tout. On dit la même chose. Jamel Belmadi a accusé la température. Mais on dit la même chose. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand on hausse le ton, ou bien quand on se bouscule, c'est pour que ça change. Oui, maintenant, la CAN, elle est finie. Oui. Donc, ce qui a été décrié, ceux qui se sont dit là-bas, quel était le problème? Pour qu'en 2023, on n'ait pas encore haussé le ton à la fin, parce qu'on a été éliminé. Le problème, la CENA a dit quelque chose ici. Lorsque, à un moment du match, vous sentez qu'il faut opérer des changements, vous sentez qu'il faut changer des hommes, et que par inadvertance, on laisse voir aux joueurs que ceux qui sont assis sur le banc n'ont pas le niveau, c'est sûr que ces derniers-là, à la fin du match, vont hausser le ton. C'est cela. Si vous recrutez, vous sélectionnez des joueurs pour une CAN, ça veut dire qu'à votre fort intérieur, vous êtes persuadé qu'ils peuvent faire la relève. Parce que peut-être que vous ne croyez même pas, bon, on a besoin de 28, on veut faire le nombre. On décide de mettre le juge Khaled, on décide de mettre le juge Bougman. Bougman n'est pas bon. Oui, pour faire le juge va pour faire la liste. Mais si on se retrouve dans le besoin de les faire jouer, il faut les faire jouer. Vous les avez sélectionnés. Mais ne leur laissez pas entrevoir qu'ils n'ont pas le niveau. C'est frustrant. C'est à la limite, je dirais, insultant. Lorsque ça se fait ainsi, acceptez que ces joueurs, à la fin du match, dans le vestiaire, vous disent les choses dans les yeux. Et c'est ce qui s'est passé au sein de cette équipe. D'accord. Je vais vous donner une troisième œil. Pour ceux qui ont suivi les différents matchs, rappelez-vous du match Burkina-Gabon. Lorsque on égalise à la 94e minute. Et les Gabonais égalisent. Les Gabonais égalisent. Regardez la scène. Regardez Edmond Tapsoba. Il sort de son gond, il sort de son match. Il est furieux. Il s'en prend à tout le monde. Et derrière, on est sauvé par l'arbitre. Parce que Edmond Tapsoba, dans sa fureur, prend le ballon, il veut aller de l'avant, il hésite sur un ballon, le Gabonais récupère et l'arbitre assistant refuse les principes premiers de la VAR, qui commande qu'une action se termine avant de revenir constater s'il y a hors-jeu ou pas. Quand on regarde l'action au ralenti, apparemment il n'y avait pas hors-jeu. Si on laissait l'action se poursuivre, il aurait pu avoir but parce qu'il était face à Hervé et on serait cuit. Je l'ai dit personnellement à Edmond. C'est l'espèce, c'est le vécu. Il est sorti parce qu'il est fâché. Il avait demandé, on était en marquage en zone. Il dit non, c'est la dernière minute. Je faisais un marquage individuel. On ne l'a pas fait. Et le but contre le Gabon, on prend pratiquement la copie conforme contre le Sénégal, le premier but sénégalais. On prend pratiquement le même but face au Cameroun, le premier but camerounais. Vous pensez que c'est normal qu'on soit assis, on réparte révisionner les matchs avec une défense. On s'est dit, les gars, voici ce qui n'a pas marché. Regardez le marquage. Regardez les grandes tailles de telle équipe. Nous avons des grandes tailles chez nous. Pourquoi on ne fait pas de marquage individuel si les marquages en zone ne marchent pas? On commet les mêmes bêtises. Et ça nous rattrape. Ça, c'est le vécu. Et c'est des choses, après, certains joueurs peuvent ne pas être d'accord. Et le font savoir. Je termine avec une attention. En contre le Cameroun, lorsqu'on a 3-3, le tireur numéro 1 des pénaltys chez les États s'appelle Issoufou Dayo. Il est sur le banc. Je ne sais pas si William a remarqué ça. On en va s'échauffer parce qu'on a 3-3. On va bientôt passer à la séance des tirs au but. Mais Issoufou Dayo, pour avoir été lynché sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, peut-être que je peux me tromper. Il va faire semblant de vouloir rentrer, mais il n'y va jamais rentrer. Il a traîné
Ça, c'est ce que je dis. Il doit traîner parce que je ne vais pas. Il a traîné. Mais c'est le coach qui fait rentrer, non? Le coach, il fait rentrer, mais le jeu, il va s'échauffer. Après, on lui dit, tu viens, il prend son temps, il traîne, même pour mettre ses protèges bien. Et puis, jusqu'à ce que. Parce que j'ai suivi, le quatrième arbitre avait même son doigt sur le truc pour interpeller son arbitre. Qui regardait, qui attendait. Mais dans le chemin, je n'ai jamais fait. Et alors que s'il devait s'y rentrer, c'était pratiquement 80% d'efficacité au tir au but. Il aurait tiré peut-être à la place de Blati, qu'on serait passé peut-être à 5-5 pour autre chose. C'est pour vous dire qu'il y a des moments où, c'est parce que j'ai senti le jeune homme, même après le match contre le Sénégal, touché dans son amour propre par le lynchage médiatique qu'il a été administré. Vous savez, tout le monde n'a pas le mental qu'il faut pour ces genre de compétition. Les Burkinabés, aujourd'hui, on s'en prend au pauvre Babayouré, qui est raillé sur les réseaux sociaux, comme si c'est lui la raison. Mais vous jouez un match à 3-0, vous arrivez à 3-3, le troisième gardien, il rentre juste pour le tir au but, et vous voulez qu'il fasse un miracle. Onana a fait pareil contre l'Égypte, il n'a pas arrêté un seul tir. Et puis, contre le Burkina, il prend un autogol. Mais au final, c'est lui qui sauve le Cameroun en arrêtant un tir au but. Mais il y a des choses. Aujourd'hui, les supporters burkinabés sont fâchés, c'est vrai. Le scénario a de quoi attrister plus d'un. Mais écoutez, moi je l'ai toujours dit, le Brésil a pris 7-0 face à l'Allemagne à domicile. Le Brésil s'est relevé. L'Italie n'est pas là à la dernière Coupe du Monde. L'Italie s'est relevée. Vous l'avez dit, c'est un catastrophe. Il faut pouvoir tirer d'enseignement à chaud. C'est des choses comme ça qui permettent à des grandes équipes. Mais je vous l'ai dit, le Burkina, comparé au Sénégal, je l'ai dit au confrère Sénégal, le Sénégal, c'est une équipe format Ligue des champions européenne. Format. Ils sont arrivés au diesel parce qu'ils avaient des joueurs qui étaient physiquement au point, qui allaient monter crescendo. Et ils sont montés crescendo. Et puis, il faut terminer pour dire une grande équipe, c'est un grand gardien. Et un grand gardien, ça s'est démontré avec Edouard Mendy et avec Gabaski de l'Égypte, qui pratiquement lui seul là a amené l'Égypte en finale. Mais chez nous, quand on a perdu Hervé, je vous l'assure, ça devenait difficile. J'aimerais ajouter quelque chose encore pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, qu'autour de cette équipe, il n'y avait pas une bonne ambiance. Je prends le cas d'Alain Nana, entraîneur adjoint des Étalons. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qu'il faisait dans l'équipe? L'échauffement, il est tout le temps arrêté au milieu du terrain, pendant que les autres adjoints travaillent donc à l'échauffement avec les joueurs. Lui, il est tout le temps arrêté, il observe. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'Alain peut bien observer? Est-ce que quelque part, Alain, on ne se dit pas, bon, écoutez, c'est, on va dire, il est là pour être là, parce qu'il fallait être là. Mais c'est le stratège. Le stratège, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut observer à l'échauffement, mais je ne sais pas, je me suis toujours posé cette question. Alain, tout le temps arrêté au rang central, en train de se tourner les pouces. Tous les matchs, tous les 7 matchs de la CAN, à l'échauffement, c'était le même scénario pour Alain Nana. Où on lui confie quelque chose à faire, où il reste quelque part sur le banc ou dans les vestiaires avec le sélectionneur. Mais honnêtement, cette scène, je me suis toujours posé la question, à quoi est-ce qu'elle correspond? Tout le monde a un petit boulot à faire avec les joueurs, lui, non. Ou bien il est superviseur de l'échauffement. Il est superviseur de l'échauffement, le préparateur physique est en train de travailler. Firmin Sanou, qui est donc entraîneur adjoint, également travaille. Alain aurait pu également travailler. Donc, je comprends qu'autour de cette équipe-là, au niveau du staff, ça n'engage que moi. Je pense que il y a beaucoup à corriger. Il y a beaucoup à corriger parce que c'est pas une ambiance de nature à porter cette équipe-là plus haut que ce qu'elle a pu faire. D'accord. Juge Bouma. Alors, pour gagner en équipe, il y a, c'est vrai, les qualités individuelles. Après, il faut créer une qualité collective, mais aussi un travail de mental à faire. La CIN a insisté. Nous avons l'impression que nous croyons en des joueurs qui eux-mêmes ne croient pas en eux-mêmes. Peut-être certainement qu'on leur a fait comprendre qu'ils n'avaient pas le niveau. Parce que, effectivement, non. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est pas que nous avons fait comprendre. J'ai entendu le coach dire que les quarts de finale, c'est bon, le reste, c'est du bonus. C'est l'objectif qui lui a été assigné au départ. Oui, l'objectif qui lui a été assigné au départ. Minimaliste. Mais oui, justement, que le coach soit minimaliste et qu'il arrive à faire déteindre ça sur l'équipe, ça, c'est un problème de mental. Et le capitaine, après le match, il dit, nous avons déjà perdu le match avant le tir au but. Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que même mentalement, c'est fini. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, parce que quand vous vous retrouvez dans une situation... Moi, la question que je voudrais poser, est-ce qu'en plus des préparateurs physiques, il ne faudrait pas aussi des gens qui travaillent sur le mental? C'est là ma question. Non, Bougouma, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit, pour la CAN, c'est 7 matchs maximum quand on est bien préparé. Mais on ne peut pas jouer 7 matchs en 1 mois avec un milieu de terrain qui est la base d'une équipe qui tourne à plein régime. Et mais quel niveau? Vous prenez Adama Guira qui joue en 3e division, qui est très volontaire, qui a été extraordinaire pendant toute la CAN. 7 matchs pour lui, il a été juste suspendu après le match contre le Sénégal pour cumul de cartons. Vous prenez Glati Touré, qui a fait 1 mois à Abidjan, à courir dans le sable parce que son championnat était arrêté, pour venir jouer un tel niveau pour être 3 fois homme du match. Vous prenez Gustavo Sangari qui joue en Ligue 2 française. C'est-à-dire que vous avez 3 joueurs. De votre base là, il n'y a aucun joueur qui joue dans l'élite, au top niveau. À un moment donné, le Pola va te marquer rouge. Ces joueurs-là vont le dire. Ils étaient tous rouges. Et quand on est rouge, à un moment donné, on s'écroule comme si on ne connaissait rien au football. Et ça s'est vu. Mais à contrario, prenez le Sénégal. Aliou Cissé est capable de mettre Ismaël Assar dehors, de mettre Sékou Kouyaté dehors, et de les faire rentrer en cours de match. Le niveau de jeu ne change pas du tout. C'est pareil avec l'Égypte, vous êtes assis, on te fait rentrer 5 joueurs. Et le niveau de jeu ne change pas. Parce qu'on avait une équipe pratiquement équilibrée où les joueurs étaient interchangeables. Mais tu prends le Burkina, je prends l'exemple, on a convoqué 2 latéraux. Aucun latéral n'a joué une seule minute. Les latéraux gauches. Les latéraux gauches. On a préféré mettre Steve Yago comme latéral. On a convoqué des joueurs, je l'ai dit, je n'ai rien contre. Vous savez, je dis comme on dit, il y a la VAR maintenant. Nous on écrit, moi j'ai ma page où je m'exprime. Quand on analysait la liste, on a dit qu'il y avait des joueurs qui étaient juste compatibles avec l'état d'esprit du sélectionneur, qui étaient au Cameroun. Mais mis à part cela, leur rapport dans la dynamique d'ensemble était à revoir. Et ça s'est vu. Une équipe qui va jouer un tel niveau, vous savez que finalement, on s'est rabattu sur qui? Sur le jeune Dango Ouattara, qui était le 29e appelé. Malheureusement, le Covid l'a empêché de jouer les premiers matchs et c'est lui qui nous a sauvés contre la Tunisie. C'est pour dire 19 ans ce garçon. 19 ans. À bientôt, pratiquement. Bientôt 20. Bon, à bientôt. Février 2002. Donc c'est le choix de départ qui pose problème. Le choix de départ qui cause problème. Vous savez, pendant longtemps, on a aboyé pour interpeller sur l'élément fondamental qui doit envoyer une joueur en équipe nationale, c'est la méritocratie. Et je l'ai toujours dit, on ne vient pas en équipe nationale pour se faire de l'argent, Geoffroy. L'équipe nationale, vous avez vu le Sénégal, on donne 50 millions aux joueurs. Pour le commun des citoyens, c'est extraordinaire. Mais Sadio Mané, il touche combien par semaine en Angleterre? C'est peut-être au bas mot 300 000 euros. Donc ce n'est pas pour l'argent qui vient, c'est le prestige qu'on vient chercher en équipe nationale. Et le prestige, ça n'a pas de prix. Voilà pourquoi Sadio et Edouard Cissé, qui ont remporté la Ligue des Champions, peuvent dire ce trophée-là est 1000 fois mieux que la Ligue des Champions. Et je rêvais de ce trophée-là. Désormais, tout ce que je gagnerais en club, ce serait du bonus. D'accord. Alors, parce qu'il a donné une joie incroyable au peuple sénégalais qui rêvait de ce trophée-là. Lassina Sawargo, on a parlé de ce qui fâche. Regardons maintenant le verre à moitié plein. Vous avez parlé tantôt de Blati Touré qui est sur l'équipe type de cette compétition. Ouais. Alors, vous avez parlé comme Edmond Tapsoba. Alors, parlons aujourd'hui de ce qu'on a comme du positif à tirer. On l'a dit, c'est une équipe en transition, beaucoup de jeunesse, une équipe qui a péché par sa naïveté. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de positif pour l'avenir? John Williamson. L'enthousiasme de certains joueurs. L'enthousiasme de certains joueurs. Dango Ouattara, là c'est un 29e appelé qui arrive, Covid, il ne peut pas jouer. Lorsque la perche lui est tendue, il confirme. Edmond Tapsoba, première CAN, quelle CAN? Il y a un journaliste camerounais qui me demande comment est-ce que ce gamin fait pour être aussi serein? Est-ce qu'il a été formé au Burkina? Je lui dis c'est un produit 100% football burkinabé. L'Europe ne fait que bénéficier du produit final. Oui, on peut se mettre à rêver. On peut se dire que 2025, 2027, si on reste dans une bonne dynamique, on peut avoir des joueurs de top niveau. Dango est peut-être sur la voie. Edmond, je pense qu'aujourd'hui, en Europe, fait partie des défenseurs qui ont les plus fortes valeurs marchandes. Et il n'y a pas que ces deux, il y a encore d'autres jeunes.
Mais il faudra avoir le courage aussi de continuer donc, le processus de rajeunissement de cette équipe-là. Parce qu'il y a certains, comme Lassina l'a dit, il fallait vraiment avoir 28. On est parti avec 28. Mais maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup plus proches de la sortie que du début. On a une équipe d'avenir. Je pense que 2023, j'entends déjà les gens crier qu'on va aller faire la malle en Côte d'Ivoire. Je veux bien, mais moi je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur 2023. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à reconstruire cette équipe-là. Et pourquoi pas 2025, 2027, c'est de l'ordre du jouable. Bon, ce que vous dites est intéressant, mais je me pose souvent la question, pourquoi le prétexte de non, c'est sur des jeunes, l'équipe est en transition. J'ai l'impression que les équipes, c'est des institutions. Il y a des noms de pays, quand vous donnez, à la CAN, ils sont toujours à 1,7. Vous pouvez parler de l'Égypte. Le nombre d'étoiles, c'est bien, mais quand vous regardez un gars comme Salah, c'est bizarre qu'il n'ait jamais gagné une CAN. Ouais. Donc c'est parce qu'il joue dans une institution. Comment on fait pour ne pas avoir cette institution-là? Quand vous regardez le Sénégal, on va dire ce qu'on veut, ils n'ont jamais gagné de CAN, mais quand tu fais le classement FIFA, ils sont devant nous tous. Avant que tu parles, juste en 15 secondes, on a joué au ballon au Burkina pendant de nombreuses années. On a commencé à jouer au football il n'y a pas très longtemps. Moi, je voudrais peut-être, pour vous répondre à votre question, peut-être que rendre hommage d'abord au centre de formation. Vous savez, on est sorti des élections à la fédération il n'y a pas longtemps. Et sur des différents plateaux, on a dit qu'il y avait des candidats qui venaient parce qu'ils voulaient vendre des joueurs. Ils venaient faire du foot business. La CAN a démontré que les éléments les plus importants de cette CAN sont ici des centres de formation. Edmond, c'est Salitas. Issa Kabore, c'est Raimo. Dango Ouattara, c'est AFP et Majestic. Pour ne citer que ces trois. C'est des centres de produits, des centres de formation. C'est des centres. Kofi Raimo, on peut citer encore bien d'autres. Franck Lassina qui était blessé, Ahmed Belem qui est blessé, il n'est pas venu. Aujourd'hui, on a Cédric Badalo qui signe à Shérif, c'est aussi Salitas. Mais c'est pour vous dire que on a fait de l'enfumage pendant un moment donné pour nous faire croire, aux gens. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui va au-delà des centres de formation. Le Sénégal dont vous parlez, mais c'est les centres de formation qui ont fait cette équipe du Sénégal. Tous ces joueurs-là sont ici des centres de formation du Sénégal. Et ils ont créé un bloc autour, aujourd'hui, qui fait la force. À côté de cela, il y a les binationaux qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, qui viennent renforcer. Mais faisons d'une équipe nationale, de l'équipe nationale, comme vous l'avez dit, une institution. Quand c'est une institution, l'élément fondamental qui vous envoie, c'est la méritocratie, Geoffroy. Ce n'est pas les acquaintances avec qui que ce soit. Venons par son mérite. Vous vous rappelez qu'on a dit que Brandabo ne viendra pas pour des raisons sportives. Comment pour une raison sportive, un joueur qui joue en Super League turque peut ne pas venir? Et on prend un joueur qui joue à Oroya, à Pyramide, où ça peut venir jouer? Non. Donnez une autre raison. C'est normal. Si c'est une raison disciplinaire, on est tous d'accord. On ne va pas accepter une discipline dans une équipe nationale. Comme Hakim Ziyech du Maroc. Qui a du talent, mais qui est discipliné, il ne viendra pas. Mais quand on nous dit que c'est une raison sportive, jusqu'à demain, on ne va pas accepter ça. D'accord. C'est des choses comme ça qui nous coûtent. Parce que quand on dit que c'est une institution, il y a des principes. Il y a des principes sur lesquels on part. Si tu es indiscipliné, tu n'y viendras pas. Mais si tu respectes les critères, tu viendras. Brandabo nous a qualifié pour la CAN, il n'est pas venu. Lorsqu'on disait que Cédric Badolo, par exemple, pour ce qu'on sait de lui, il méritait d'être en équipe nationale, on nous a sorti toutes sortes d'arguments. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce garçon, il a beaucoup manqué. Là, c'est un mot sur l'avenir du coach Kamou Malo. Oui. Aujourd'hui, on parle du Sénégal, on parle de Aliou Cissé, qui est un local, on lui a fait confiance. Il est passé par toutes les situations, beaucoup critiqué, mal aimé. Aujourd'hui, c'est lui qui est l'enfant prodige. Pour le cas de Kamou Malo, qu'est-ce qu'il faut faire? On entend déjà qu'il faut démissionner. Local, c'est un mot qui a géométrie variable. Aliou Cissé, Djamel Belmadi, ils ont la nationalité sénégalaise et algérienne. Française. Et française. Mis à part cela, ils ne sont pas des locaux. Ils ont joué en Europe, ils ont grandi en Europe, ils ont la culture européenne. Ils ont été formés en Europe. Magasuba du Mali, Kamou Malo du Burkina, sont nés en Afrique, dans leur pays, grandi dans leur pays, formés pour la plupart dans leur pays. C'est deux choses, ces deux éléments différents en termes de comparaison. Après, il y a la personnalité de chaque entraîneur qui vient jouer. Aliou Cissé, c'est vrai, il a été
raillé comme c'est pas possible. Il a pris une belle revanche sur tous ceux qui disaient cela. Aujourd'hui, c'est devenu le... Djamel Belmadi, c'est pareil. C'est cette différence-là qu'il faut faire. L'entraîneur local doit se former. Et il n'y a rien qui vaut la formation. Après, il y a la personnalité de chaque entraîneur. Malo, moi je fais partie de ceux qui ont milité pour que Malo vienne en équipe nationale. Parce qu'au Burkina, s'il y avait le profit d'un entraîneur local qui peut entrer en équipe nationale, c'était bien Malo. Pour ce qu'il a fait en club, il mettait d'être en équipe nationale. Mais aujourd'hui, à la réalité du terrain, on a constaté qu'il y a des insuffisances qui peuvent être comblées. Mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'employeur. Parce que, quoi qu'on dise, il n'a pas coûté aussi cher que Paul Put, que Paolo Duarte en équipe nationale. Mais il est venu hériter aussi du travail que ces derniers ont pu faire pour nous offrir cela. Mais est-ce que pour les projets d'avenir, on peut toujours aller avec Malo? La question est se poser. Je pense que ça méritait aussi un autre débat pour parler de tout cela. Les Maliens se plaignent parce qu'ils ont une belle équipe en termes de ressources humaines, mais Maresouba n'a pas pu exploiter au maximum et au mieux cette équipe. C'est pareil aussi pour la Guinée avec... En 30 secondes, votre réaction sur l'avenir du coach? Personnellement, je ne suis pas un partisan du principe qui veut qu'on débarque un entraîneur parce qu'on n'a pas atteint l'objectif assigné. Ce principe-là. Alors, lorsqu'un entraîneur va au-delà de l'objectif et que sur un match, il y a, je dirais, des manquements graves. Quelqu'un a parlé de défauts au niveau du game management. Sur ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut corriger. Malo est conscient de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un novice dans cette fonction d'entraîneur. Il a de l'ambition. Pour le connaître et très bien le connaître, c'est quelqu'un de très ambitieux, très revanchard. Il voudra certainement faire mieux. Tendons-lui encore la perche. Donnons-lui une seconde chance. Parce que la prochaine CAN, c'est dans 15 mois. Donnons-lui une seconde chance. Si après Abidjan, il nous revient avec le même plat, je pense que le débat ne se posera plus. Merci John William Somda, merci aussi à Lassina Savadogo. Avec vous, on a parlé du bilan de la CAN 2021. Vous avez rappelé quelque chose d'assez essentiel. En une heure, difficile d'épuiser le sujet. Peut-être qu'on se reverra plus tard pour parler des questions sportives et des enjeux et ce qu'il faut pour développer l'équipe nationale. Merci messieurs les juges pour les clés de lecture. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on a parlé de sport. On se retrouvera lundi pour la même mission. En tout cas, poser un regard critique sur l'actualité. On verra ça après. Merci messieurs d'être placés. Excellente journée à vous. Restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.